Cette exposition que d'autres après moi vont vous décrire dans un instant, et que nous avons donc disposé dans un lieu idéal, hein, qui semblait être fait pour ça, hein, puisqu'il s'agit du couloir de l'administration qui subitement a trouvé beaucoup de gaieté et avec la couleur, et puis beaucoup de sources de réflexion également, je l'espère, pour les élèves qui viendront nombreux nous visiter. Donc cette exposition a été réalisée par l'association Paroles d'hommes et de femmes. Cette association a été créée par M. Frédéric Pro, qui est ici présent, hein, qui dira, j'espère, peut-être quelques mots, je le salue, et ainsi que ses collaborateurs, hein, les personnes qui ont participé à l'élaboration de ces plans. Je veux parler en particulier des dessinateurs ici présents également. Donc cette association vise, par l'écriture, à développer une démarche intergénérationnelle. Créant le projet Sans témoins, sans école au sein de l'éducation nationale, il fait témoigner des migrants retraités, d'où tout l'intérêt de ces panneaux, à partir d'une écriture biographique. Nous allons donc retrouver ces écrits sur les panneaux réalisés par des dessinateurs de l'association, que j'aperçois là, qui se sont présentés tout à l'heure à moi, et que je salue une nouvelle fois. Des élèves également ont réagi par rapport à ces écrits, et vous retrouverez certaines de ces lettres, hein, également accompagnant les dessins qui retracent la vie de ces immigrés. Moi, j'ai le plaisir de travailler ici depuis 5 ou 6 ans. Mais vraiment, c'est un plaisir parce que ça a été un travail qualitatif exceptionnel. Ici, j'amène les témoins qui viennent témoigner pour la première fois parce que je sais qu'avec Claire, je sais qu'avec Mme Gruson, ils sont accueillis et il y a un travail de fond qui est fait derrière. Donc, elle valorise et les élèves vis-à-vis des migrants et les migrants vis-à-vis des élèves. Donc, je sais que je suis en confiance ici. J'amène des gens qui font leur premier pas, comme la dernière fois, la personne qui est venue, qui est la première fois de sa vie, qui venait témoigner. Donc ça, c'est très important. Nous travaillons avec les enseignants et pour les enseignants. Et l'intergénérationnel, pour moi, ça doit être quelque chose de vivant. L'intergénérationnel, c'est quelque chose qui fonctionne sur le terrain, dans le lycée et en dehors du lycée. Je ne vais pas vous faire un discours politique, mais j'y crois. Ouais, j'y crois. Quand on fait bouger les gens, quand on montre que les migrants ont une place dans la société, qu'ils ont un rôle à jouer auprès des jeunes, on redonne souvent de la dignité à des personnes qui ont été exclues et qui viennent devant les élèves raconter leur parcours de vie et qui retrouvent un rôle non seulement dans leur famille, dans leur quartier. Par rapport au travail de la bande dessinée, donc de l'exposition, puisque j'en ai fait le scénario, c'est que ce qu'on essaye de faire dans les classes, on a essayé de le faire ici en dessin, c'est-à-dire de faire passer une voix, la voix des témoins. C'est-à-dire que ce que vous allez pouvoir lire ici, ce sont leurs mots. On n'a pas changé ça. On a restructuré, on a choisi des passages de leur vie, mais les mots sont les leurs. Et ce qu'on essaye de faire dans les classes, on a essayé de le faire ici en bande dessinée. Et donc voilà, j'espère qu'en regardant cette exposition, en lisant la bande dessinée, vous arriverez à entendre leur voix. Je viens du Cameroun, un pays d'Afrique centrale. Je suis née à la veille de l'indépendance, à Douala. Ma mère se levait tous les jours à 4 h du matin pour aller chercher les fruits et les légumes chez les grossistes. Elle y allait en taxi, car il n'y avait pas de transport en commun. Elle les revendait ensuite sur un étalage dans la rue, et revenait à la maison avant que l'on parte à l'école. Lorsque je suis arrivée en France en 1985, à Paris, cela m'a paru grandiose. La première surprise, ce fut le froid. Je suis arrivée juste avec des vêtements d'été, quelques provisions et un peu d'argent. La difficulté, même à 26 ans, était d'aller à la rencontre de l'homme blanc, de se faire des camarades. J'étais un peu renfermée sur moi-même. Il y avait cependant une grande communauté africaine que je fréquentais. Le dépaysement, on le vivait en communauté, en solidarité. J'ai connu mon mari à la fac. On s'est rencontrés quelques mois après mon arrivée. Lui aussi est de Douala. Avec mon mari, nous étions sous statut étudiant. Mais avec les lois PASCA, en 1993, on nous a retiré nos papiers. Être sans papier, c'est être sans droit. On ne peut pas avoir de logement, un emploi, on n'a droit à rien. Pour vivre, c'est
la débrouillardise. Au départ, j'étais venue en France pour 4 ans, pour les études. Je n'avais jamais rêvé de l'Europe. Je suis devenue picarde. J'ai passé autant de temps dans mon pays de naissance que dans mon pays de migration. Mes enfants sont picards, ils sont d'ici. Apprendre dans la vie, c'est avancer. Eh ben oui, ça fait bientôt 6 ans qu'on travaille ensemble et ça c'est pour moi enfin je vais partir à la retraite cette année, ça va donc être la dernière. Ça a été pour moi une expérience vraiment exceptionnelle et je voudrais essayer de préciser ce soir pourquoi. Rencontrer quelqu'un d'une autre génération, d'une autre culture, d'une autre langue, rencontrer quelqu'un qui est souvent extrêmement ému parce que il a à chercher dans le tréfonds de son passé et de son existence des choses qu'il doit raconter à des élèves qu'il ne connaissait pas il y a 1 heure encore, eh bien, faire cela, c'est un pari fou. Et ce qui est absolument fantastique, c'est que je ne connais pas de séance où ça n'est pas suscité un silence, une attention, une concentration extrême. La deuxième chose que ça donne, c'est des connaissances. Quand on regarde ces panneaux, c'est vrai qu'on plonge dans des univers que les parcours scolaires traditionnels ne nous amènent pas toujours à connaître. Hein. Il n'y a pas de loisirs. Non, il y a très peu de cinéma, il y a très peu de restaurants. Tous les samedis après-midi, on rentre chez mes parents, chez les parents, et le dimanche soir, on est obligé de rentrer à lycée parce qu'il y a des permanences du soir. C'est des 21h jusqu'à... non, permanence c'est 18h jusqu'aux 21h. Pour le terminal, c'est jusqu'aux 22h. Donc les profs sont là, hein, les différentes matières, les profs qui passent, répondre aux questions. Voilà. Il n'y a pas de rêve. Vous ne pensez pas, pour vous, c'est normal de travailler tout le temps comme ça, de ne pas arrêter? C'est normal, c'est parce que des activités ou des loisirs, on n'a jamais vu. Donc il n'y a pas de rêve. Il y a nulle part. Hein. On peut savoir, dehors de la Chine, comment les gens vivent. Il n'y a pas de radio, il y a des télés, le radio c'est le voix monotone. Hein. Oui, aujourd'hui ça peut jusqu'à 60, 80 dans une classe de lycée. 80 Oui, c'est rempli partout, hein, c'est rempli. Alors le meilleur élève, aujourd'hui, hein, c'est pas dans mon époque, les meilleurs élèves sont devant. Des fois il faut payer, payer au prof. Il faut payer au prof oui, pour être devant. Oui, mais discrètement, hein, sous les tables. Et pour avoir des places devant, tous ceux qui ne travaillent pas, qui sont tout derrière, que le prof ne s'occupe pas. Voilà, eux ils suivent. Aujourd'hui, hein, c'est aujourd'hui. Ensuite, ils fabriquent des textes qui sont soit des scènes de théâtre, soit des abécédaires, soit des récits tout simplement. Et du coup, ils ont à se confronter dans une situation finalement de vie réelle, de communication réelle. Par exemple, un problème qui est au cœur de notre programme de français, qui est la biographie. Et ils se rendent compte que écrire la biographie de quelqu'un d'autre, c'est extrêmement difficile parce que il faut faire un travail de mémoire, il faut avoir tous les éléments constitutifs de cette biographie. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a un trou de mémoire, quand on n'a pas tout noté, qu'on n'est pas sûr? Est-ce qu'on peut inventer? Est-ce qu'on a le droit d'inventer? Et est-ce que l'écriture n'est pas en soi déjà une invention subjective? Et ce sont des problèmes vraiment tout à fait passionnants et qui nous confrontent au réel. C'est une lettre que j'avais écrite à un migrant qui était venu nous parler en classe. Et pour remercier le migrant qui s'appelait Mustapha Ibihi, on avait fait une lettre et je pense qu'ils l'ont repris afin d'illustrer peut-être certains passages de sa vie. Monsieur Mustapha Ibihi, je tenais à vous remercier pour votre présence. Le fait que vous soyez venu était très enrichissant. Vous avez partagé quelque chose avec nous. Votre jeunesse était différente de la nôtre. Vous viviez entouré de militaires et de cette sirène. Lorsque vous avez raconté ce moment, j'étais très attentive. J'attendais la suite de ce récit si intéressant. Je me demandais ce qui vous était arrivé, mais heureusement, il n'y a rien eu.
J'ai aimé la description que vous faisiez de Casablanca, des appartements pour une ou plusieurs familles, du mélange des nationalités, plus de 4 millions d'habitants, mais aussi des médinas, les anciennes constructions, le fait qu'il n'y avait ni eau potable ni électricité. J'avais l'impression de voir la ville. J'ai été choquée par l'entreprise Citroën qui prenait que des personnes qui ne savaient pas lire. Lors de cette matinée, vous m'avez fait voyager avec vous dans des endroits où je n'étais jamais allée, comme le Maroc ou dans les usines de production à la chaîne. Encore merci. Chloé. La dernière chose finalement qui m'importe, c'est que ça construit des valeurs. Et parmi ces valeurs, il y a finalement, pour des élèves souvent un peu déprimés en seconde, il faut le dire, en situation de démotivation, qui ne savent pas trop comment faire pour réussir et qui sont souvent découragés, eh bien ça donne du courage. Et ça, je trouve que pour ça, ils le disent eux-mêmes. Donc j'ai récolté 2-3 petites phrases de mes élèves. Bon, il y en a des quantités, ça construit un matériau. C'est la seule chose que je regrette finalement dans tout ça, c'est qu'il y a un matériau fantastique et qu'il faudrait pouvoir exploiter tout ça de manière plus précise, plus soignée, etc. Et on a du mal. Alors voici ce que dit Marine, par exemple. Comme les autres, vous me rappelez que le monde est grand, que les cultures sont différentes. J'ai particulièrement apprécié vous entendre parler, car vous avez su nous transmettre au cours de votre récit de la sensibilité et du rire. Et puis une autre, Fatia, je ne juge plus les gens au premier regard. Et puis Lola, qui aurait voulu être là ce soir, mais qui a beaucoup de boulot. Ces séances, c'était un peu le début d'un tour du monde. Et puis Anna, j'entendais souvent parler de tel ou tel événement, mais pour moi c'était comme de la fiction. Voir des personnes qui ont traversé ça en chair et en os devant nous, ça donne de la réalité à l'histoire, on la comprend, on la ressent presque. Voilà. Je n'ai pas trouvé du racisme. Et c'est vrai que le problème du racisme, c'est peut-être le fait de ne pas chercher à connaître l'autre. Or, à l'armée, comme on était tous soumis au même régime, aussi bien les blancs, les noirs, les verts, les jaunes, je ne sais pas quelle autre couleur. En tout cas, on était tous soumis au même régime, si bien que quand on finissait les classes, quand on finissait aussi tout ce qu'il y a à faire, quand on était en raid ou autre, on partageait les mêmes choses, on avait les mêmes douleurs, les mêmes souffrances, que ce soit l'été, l'hiver et autres. Donc, non, je n'ai pas trouvé du racisme à l'armée. À l'époque où je venais de quitter l'armée, je faisais l'ESPO, je cherchais du travail. Et entre autres, j'ai travaillé comme brancardier à l'hôpital d'Angers. Et quand j'ai travaillé à l'hôpital d'Angers à cette époque-là, c'est la première fois que je voyais, le premier jour où j'ai commencé à travailler, on m'a dit, tu viens à 6 h du matin. Je suis arrivé à 6 h du matin, l'ambulancier avec qui j'étais, il me dit, tiens, tu viens avec moi. On est allé dans un service, c'est la première fois que je voyais ça. Il y avait un corps allongé sur une civière et puis il fallait le transporter. Je n'avais jamais touché ce que j'avais peur. Donc j'ai transporté quand même, on l'a pris, on l'a mis sur la civière, mis dans l'ambulance. Et puis où est-ce qu'on est parti? On est parti à l'amphithéâtre de la fac des sciences d'Angers. À la fac des sciences, il y a une espèce de billard. Et on a déposé le corps sur le billard. Et là, ça devait servir dans la journée pour les étudiants en médecine, pour qu'ils puissent le découper, tout simplement. Et le lendemain, on est venu chercher le corps. Et il était là, tout nu, avec une particularité, c'est qu'il y avait une tonne de vieux journaux qui étaient là, et une partie de ces vieux journaux, qui n'étaient plus là, était dans son ventre. C'est-à-dire que comme les étudiants ont travaillé avec ces pauvres hommes, si on peut l'appeler encore ainsi,
une fois qu'ils ont vidé tout le ventre, pour qu'ils puissent le recoudre, ils ont mis tout simplement pour la famille. Des journaux à l'intérieur, et puis ils l'ont recousu, on voyait bien la trace des coutures, tout le long, comme ça. C'était mon premier contact avec un corps. Alors j'ai quitté l'hôpital, j'ai fait d'autres métiers, et pendant que je faisais l'exposition, à cette époque-là, je travaillais comme... je travaillais dans une usine d'incinération d'ordures ménagères. C'est-à-dire que quand les camions de poubelles venaient vider, nous on était là avec des pelles et tout, et puis on faisait avancer les ordures. Dans la journée, je faisais ça, et puis le soir, j'étais en costume cravate à mon exposition où je parlais plutôt d'artiste ou quoi, hein, je parlais de ce que je faisais. Et dans les journaux, c'était indiqué Titus, artiste peintre africain. C'était dans le Courrier de l'Ouest, c'était marqué. Et quand j'arrivais avec ma petite tenue d'éboueur pour travailler le lendemain, il y a des gens qui regardaient justement, qui ont lu dans le journal, mais c'est toi qui es là? Je dis oui, c'est moi. Ce qui était intéressant aussi, c'est qu'en fait, la manière dont il racontait ça, on avait l'impression d'être... peut-être qu'il nous racontait une histoire, mais en fait, quand on se rendait compte que tout ça c'était la réalité, c'est vrai que ça remettait les choses à leur place, et là on se disait, waouh, quand même, ils ont... c'est pas n'importe quoi, ce qu'ils nous racontent, c'est réellement passé, ils ont réellement vu tout ça, donc c'est vrai que ça nous donne un petit coup derrière la tête quand même. Et moi, par la suite, ce que j'ai ressenti, c'est peut-être le regret de ne pas avoir partagé ça peut-être avec mes grands-parents, avec ma famille, moi, enfin personnellement, parce que je me rends compte que c'est quand même enrichissant, c'est quand même important. Et c'est vrai qu'on avait tendance à s'attacher à ces personnes-là qui me racontaient tout ça, parce que c'était quand même assez émouvant. Et justement, ce que je partageais avec des personnes que j'avais jamais vues auparavant, je le partageais pas avec les membres de ma propre famille. Donc ça, je me suis dit que c'était pas normal, et donc voilà, ça m'a aussi ouvert les yeux, et que c'était assez important de dialoguer avec eux. Sûrement que c'était aussi pour justement enlever ces préjugés que parfois les gens ont, mais c'est vrai que peut-être que les gens ont une mauvaise image parfois des migrants, mais c'est vrai que personnellement, moi je pense que ce qu'ils ont déjà parcouru, on ne peut pas avoir normalement des préjugés parfois qui sont pas très sympathiques pour eux, alors que s'ils doivent s'enfuir de leur pays, souvent c'est pas par plaisir, parce qu'ils sont quand même nés là-bas, ils ont la plupart de leur famille. S'ils viennent dans un pays comme la France, c'est parce qu'ils ont besoin de choses qu'ils n'ont pas dans leur pays, donc on devrait plutôt les aider. Enfin, moi, c'est au contraire, je pense que si, il y a forcément certains jeunes qui avaient des préjugés, mais bon, franchement, à notre âge, je pense que ces préjugés viennent peut-être de l'opinion de leurs parents, parce que bon, à cet âge-là, on écoute beaucoup nos parents, etc., on est un peu encore naïf. Ouais, je pense qu'il y en avait, certains jeunes qui avaient des préjugés, et justement ça leur a peut-être permis de faire le déclic et de se forger leur propre opinion, et voilà. Chloé, pour toi, quel a été le témoignage le plus marquant? Est-ce qu'il y en a un qui t'a particulièrement touché, et pourquoi? Tous les témoignages pour moi ont été comme assez marquants, mais c'est vrai qu'il y en a un qui m'a plus marqué, c'est ce témoignage d'une Portugaise qui était venue nous parler, qui était très âgée, mais qui avait une joie de vivre très impressionnante. Et personnellement, moi, elle m'a marqué dans le sens où mes parents et mes grands-parents sont nés ou d'origine portugaise, et c'est vrai que quand j'ai vu ce qu'elle a traversé, je me suis dit qu'elle avait à peu près l'âge de mes grands-parents, qu'ils avaient dû avoir pas les mêmes rencontres et les mêmes problèmes peut-être, mais en tout cas ils ont dû aussi en avoir, et c'est vrai que ça m'a marqué de voir tout ce qu'ils ont avec sa famille, elle avait dû faire, elle était jeune, et c'est vrai que moi personnellement ça m'a touchée. Et est-ce que tu te souviens d'épisodes particuliers dans son récit qui t'ont... soit tu t'es dit bah oui, ma famille a vécu la même chose, soit ça t'a ému ou impressionné? Moi c'est le nombre de fois où elle a dû faire le voyage France-Portugal, et quand elle retourne au Portugal, elle n'y allait jamais avec son père parce que son père devait rester travailler à la mine, et son père après, avec le temps, a eu une maladie au poumon provoquée par le fait de travailler tout le temps dans une mine, et c'est le nombre de fois où
ou aussi en faisant ces voyages, ils sont pas revenus au bon endroit où son père travaillait. Donc en fait, ils sont revenus des fois dans le nord de la France, alors que son père était plutôt dans le sud. Mais pourquoi? Et parce que sa mère se trompait de bateau. Et en fait, c'est là où je remarquais aussi par contre les rencontres qu'ils ont fait qui étaient impressionnantes. C'est des gens qui leur payaient le train vraiment avec une confiance, parce qu'ils savaient pas forcément qu'ils allaient les rembourser. Et que si personne les avait aidés, ils seraient jamais retournés auprès de leur père. Donc moi c'était Mustapha Igbi, donc un intervenant qui venait du Maroc. C'était le premier intervenant que moi j'ai vu. Et donc ça m'a marqué, bon, pas forcément parce que c'était le premier que j'avais vu, donc je savais pas trop ce qui allait se passer, ce qu'il allait bien pouvoir nous dire, etc. Et donc moi ça m'a marqué parce qu'il était vraiment très gentil, vraiment sympa. Quand il parlait, très intéressant, très vif, il avait la joie de vivre, etc. Par moments il était très ému, donc il pleurait un peu, mais il se le cachait pas. Qu'est-ce qui pouvait l'émouvoir lorsqu'il parlait? Un peu tout, il parlait de tout, mais c'était pas forcément de la tristesse, simplement de la mélancolie, je pense, surtout. Parce qu'il nous racontait ses premiers pas en France quand il est arrivé. Il y a quelque chose, je m'en souviens, qui l'avait marqué, c'était le métro en fait. Il n'avait jamais vu le métro, et il disait, il se perdait, hein. Quand on arrive à Paris, c'est vrai que c'est un peu... tous les gens, ça grouille de partout. Il nous racontait le métro, il comprenait pas, il se trompait tout le temps. Et il a dû s'adapter, il a dû trouver un travail. Il a travaillé dans les usines Renault, je crois, pendant un petit bout de temps. Donc voilà, il nous a raconté un peu tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait vu, tout ce qu'il avait vécu. Et voilà, j'ai trouvé ça sympa. Et la façon dont il le racontait, c'était très interactif, parce qu'il parlait vraiment avec nous. Il parlait pas pour parler, il était vraiment concerné. Il nous parlait à nous, il n'hésitait pas à répondre à nos questions, il n'hésitait pas à nous interpeller. Donc je l'ai trouvé vraiment très, très sympa et très intéressant. Et ces témoignages de ces jeunes qui, effectivement, dans cette période de crise et de difficulté, si cela peut leur donner une lueur d'espoir et une appétence vers certaines disciplines ou vers certains métiers, leur donner l'espoir aussi par rapport à notre histoire, puisque je crois qu'aussi cette bande dessinée nous montre à quel point notre pays est riche de toutes ces personnes qui sont venues enrichir notre pays au fil de l'histoire, et que dans le contexte actuel, on se rappelle que l'autre nous enrichit. Et donc il faut ne pas en avoir peur, ne pas le chasser, et plutôt l'accueillir et lui tendre la main. Quand on apprend à changer son regard, on apprend à changer le regard à l'extérieur de l'établissement.